Demain, ça fera une année tout pile que Yannick Bovier et Francisco Agullo partaient pour un tour du monde en avion. Alors, quelques chiffres, 46 000 km, 230 heures de vol, 18 pays traversés et un livre qui sort, qui est là, qui sortira demain pour raconter cette aventure, quelques souvenirs de cette aventure. Vous me disiez, c'était l'aventure de votre vie. Il n'y en aura pas d'autres comme ça? Peut-être qu'il y en aura d'autres, mais disons, ça a été un très gros projet. Et puis, c'est le cheminement pour arriver à, disons, déjà au jour du départ, qu'on va fêter demain, c'est déjà 3 à 4 ans de préparation. Donc, je ne pense pas que c'est le genre de projet qu'on fait chaque 5 ou 6 ans. Alors, vous dites beaucoup de préparation, vous pensiez qu'à ça pendant 5-6 ans, presque. Quand le voyage s'est terminé, quand ce livre est sorti de presse, c'était vraiment terminé. Ça n'a pas été trop dur pour vous de revenir à autre chose, à la réalité? Non, parce que disons, des projets, j'en ai d'autres aussi dans d'autres domaines, mais disons, et là je suis toujours aussi un petit peu dedans, je suis toujours pris un petit peu par, disons, par la promotion du livre, par disons, le fait que je fais aussi quelques conférences pour faire partager aussi finalement ce qu'on a vécu. Donc je suis toujours un petit peu dans le projet. Et puis non, j'ai aussi la chance de vivre de ma passion, donc d'être pilote tous les jours. Donc ça c'est aussi un petit peu l'aventure. Donc c'est pas, voilà, c'est l'aventure quotidienne. Donc c'est pas trop pénible. Je ne suis pas en dépression. Alors vous étiez justement en train de voler voler dans les airs évidemment avec votre collègue Francesco Agullo. Quand vous avez eu cette idée, vous survoliez, vous expliquez dans le livre la Patagonie. Et là, boum, on va faire un tour de monde. Comment ça s'est passé? D'où elle est venue cette idée? En fait, c'était un rêve. Donc, avec Francisco, on a un point commun, c'est qu'on est des grands rêveurs. Et voilà, et on est des passionnés d'aviation depuis l'âge de 13 ou 14 ans. Et là, on survolait la Patagonie, on parlait de nos différentes idées, de nos différents projets. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on avait ce rêve de faire un vol ultime, c'est-à-dire de faire le tour du monde avec un avion léger. Sous forme d'hommage un petit peu à l'aviation suisse, c'était les 100 ans l'année dernière. C'était un peu l'hommage, c'était un peu l'idée? Voilà, exactement. Alors, disons, l'idée, c'était de faire ce projet et puis après de trouver, disons, certaines raisons valables de le faire. Donc, et ça tombait très bien parce qu'en 2010, on fêtait effectivement les 100 ans de l'aviation suisse. Donc, le timing était parfait. Et c'était l'occasion aussi de prouver que les rêves sont réalisables. Exactement, c'était une des motivations du projet, disons, de dire qu'avec un petit peu de travail, avec de la volonté, quand on a des idées, des projets, on peut les réaliser dans quelque domaine que ce soit. Laurent Rousset, ça pourrait être un de vos rêves, faire un tour du monde en avion? Pas comme pilote, parce que malheureusement, je n'ai pas la compétence, mais c'est vrai que c'est un projet qui me plairait fortement. Oui. Ouais. Alors, on va regarder un petit peu l'itinéraire sur une carte, l'itinéraire de votre périple. Alors, vous êtes donc parti de la Suisse. Vous êtes descendu au sud, puis vous avez traversé l'Atlantique pour remonter vers les États-Unis. Puis alors là, après, ça a été le Pacifique, l'Asie. Et puis vous avez bouclé la boucle avec une halte à Rarogne avant d'atterrir à Sion. Comment vous avez fait ce projet d'itinéraire? Pourquoi cet itinéraire-là? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres solutions quand on pilote? Moi, je suis un novice. Est-ce que les autorisations étaient plus faciles pour traverser l'espace aérien? Non, pas spécialement. Disons, l'itinéraire qu'on a choisi, c'était un grand challenge parce que c'était de loin pas l'itinéraire le plus facile du fait des très longues traversées océaniques. Nous, on avait aussi, disons, on est aussi des passionnés par l'aéropostale, par les pionniers de l'aviation de l'époque qui reliaient la France à l'Amérique du Sud. Et en fait, on avait à cœur de refaire cette route de l'aéropostale. Donc, se retrouvant au Brésil, en partant de la Suisse, il n'y avait plus qu'une solution, c'était de continuer à tourner en direction de l'ouest jusqu'à ce qu'on soit de retour à Sion. D'accord. Alors, le 30 avril 2010, le départ, on va voir quelques images. Après 5 ans de travail sur le projet, alors là, on vous voit, moi j'ai senti un petit peu de tension quand j'ai vu ces images. Dans quel état d'esprit là vous étiez? Vous vous souvenez, j'imagine? Oui, tout à fait. Là, disons, c'est un jour charnière, en fait. C'est la fin de beaucoup de travail, de préparation. Donc, on est content d'arriver à ce jour-là. Et d'un autre côté, c'est le début, finalement, de l'aventure. Donc, c'était une journée assez particulière. Il y avait beaucoup de monde pour vous dire au revoir. Puis après, vous êtes parti. Quelle crainte, quand vous êtes dans cet avion-là, on vous voit, quelle crainte vous avez à ce moment-là? La plus grande peur? Là, on n'a pas de peur, disons. On se réjouit de partir. Finalement, on a travaillé pour arriver là. Donc, il n'y a pas de crainte à ce moment-là. C'est que du plaisir.
petite tristesse de dire au revoir aux gens, de voir l'état, dans quel état certaines personnes étaient. Vous avez peur pour vous? C'était dangereux comme voyage ou pas? Il y avait quand même des risques, hein. Donc ça reste des petits avions, des petits monomoteurs avec plus d'une centaine d'heures justement au-dessus des océans. Donc sur un monomoteur, si on perd un moteur, la seule direction c'est vers le bas, quoi. Donc effectivement. Ça devient un planeur après. Voilà, effectivement, avec des petites ailes, donc ça va pas trop bien marcher. Ouais. Alors après vous êtes parti, là, on vous voit décoller, puis vous avez traversé, on le disait tout à l'heure, 18 pays. Alors vous avez pris beaucoup de photos, on va en voir aussi quelques-unes. Le paysage qui vous a le plus marqué, vous, c'était lequel? C'est difficile, tous les paysages étaient fantastiques. Disons, on a fait ce tour du monde à l'altitude des oiseaux, donc on était vraiment à basse altitude, donc on a vraiment pu profiter de paysages incroyables. Moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est la variété finalement dans les paysages, de passer du désert, de passer aux océans, à la forêt amazonienne, c'était quelque chose de magnifique. On a même eu les odeurs de la terre, hein, vu qu'on volait tellement bas. Mais je ne peux pas vous dire un paysage en particulier. On voit la variété sur ces photos. Donc vous faisiez des escales, évidemment, chaque temps de temps. Hein. Voilà, 26 escales au total. D'accord. Alors les rencontres faites dans ces pays, il y a quelques photos qui vous montrent avec des locaux, entre guillemets. Qu'est-ce qu'ils pensaient de vous, ces deux Suisses qui partaient à travers le monde? Qu'est-ce qu'ils pensaient de cette aventure? Au début, ils ne nous croyaient pas, évidemment, parce que quand on voit la taille des avions, c'est difficile de penser qu'on peut être en Amérique du Sud et qu'on vient avec ce type d'avion depuis la Suisse. Donc les gens étaient assez incrédules. Et on avait fait une petite carte en fait, du monde sur le fuselage de l'avion. Et là, on leur montrait en fait, notre progression. Et vous croyez? Ils nous croyaient. Je pense que c'est un mélange de peut-être d'admiration, de respect quand même, parce que voilà, et puis peut-être d'envie aussi de peut-être pouvoir faire la même chose ou de réaliser un beau projet aussi. Hein. Alors le 19 juin 2010, vous êtes rentré au Bercail après une cinquantaine de jours, 2 mois à peu près de voyage à travers le monde. 2 mois, ça paraît court pour faire le tour du monde. Est-ce que vous aviez la notion du temps dans votre avion? Est-ce que vous avez trouvé le temps long, le temps rapide? Non, alors disons, c'est clair que de le faire en 2 mois, c'était quelque chose d'assez rapide. C'était un peu une course contre la montre, contre notre volonté, parce que disons, le but, c'était pas de battre des records. Mais malheureusement, on n'avait que 2 mois pour réaliser ce vol. Et les vols ont passé très vite. On a fait des vols jusqu'à 17h30. Hein, on était jusqu'à 17h30 dans ces cockpits. Mais en fait, il y a tellement de choses à faire. Il faut anticiper la météo, il faut faire les communications, il faut manger un peu, il faut naviguer. Donc les vols ont passé très vite. On n'a pas eu l'impression d'avoir fait 230 heures de vol en fait. Et alors là, le 19 juin, vous atterrissez à Sion. Vous étiez solo dans les airs, on le disait, on va le voir. Puis vous êtes arrivé sur le tarmac de l'hôpital, pas de l'hôpital, pardon, de l'aéroport. Oui, non, excusez-moi pour ce lapsus. De l'aéroport de Sion. Là, de nouveau, après avoir passé en duo, en solo dans les airs, tout ce temps-là, vous avez peur de retrouver les gens, de devoir leur expliquer? Vous êtes impatient de les voir? Non, c'est clair qu'on était impatient de retrouver nos familles et puis on était impatient surtout de poser les roues sur le tarmac de Sion parce que jusqu'à ce qu'on soit vraiment posé, la boucle n'est pas bouclée. Donc c'était de l'impatience, c'était surtout des grands moments de joie et de bonheur. On voit beaucoup d'émotions. Hein. Votre collègue, là, il est au bord des larmes, on comprend évidemment. Hein. Vous aussi. C'est clair que c'est une sacrée aventure. Un petit mot alors, donc on a parlé de cet avion, un petit choix un petit avion. Un avion de tourisme, vous avez fait beaucoup de travaux là-dessus. Pourquoi avoir choisi cet avion-là finalement? Donc justement, comme je le mentionnais avant, on voulait vraiment faire ce vol à l'altitude des oiseaux, on voulait rester en contact avec la Terre. Et en fait, notre idée de base, c'était plutôt de faire avec un ULM, ce qui est un ultra-léger motorisé. Malheureusement, ce type d'avion est interdit en Suisse, donc on s'est rabattu sur la première catégorie, donc sur ce qu'il y a de plus léger, de plus économique et écologique. C'est une catégorie d'avion qui est nouvelle en Suisse depuis 2005 et qui s'appelle Ecolight. Donc c'est des avions écologiques et légers. Alors peut-être un autre avion pour Laurent Rousset, si vous voulez faire le tour du monde, vous pouvez demander à Christian Constantin de vous prêter son jet. Ce serait peut-être une idée. Ce serait une idée. Oui, c'est pas le même appareil. Non, c'est pas le même appareil. Et puis sinon, si vous voulez découvrir toutes ces aventures de nos 2 aviateurs, Yannick Bovier et Francesco Aguilo, eh bien c'est tout dans ce livre, magnifique livre qui sort demain. Alors je vais vous l'offrir, Laurent Rousset. Comme ça vous pouvez vous évader en attendant. En attendant d'y aller pour de vrai. Ce serait un beau challenge pour vous, un beau rêve, et c'est aux éditions de la Matz.